Oui, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir à Breil, mais en même temps, je suis ici ce soir comme vous, un adhérent de la BL3C. Et je voulais juste vous dire déjà que je suis assez impressionné en fait par le travail de notre association. Et d'abord, par principe, j'ai beaucoup de respect pour le bénévolat déjà. Et je sais que c'est parfois usant. Mais la réputation de la BL3C est une réputation de gens sérieux, et ça c'est très mérité. Ensuite, d'ailleurs les commissaires enquêteurs l'ont dit, ils l'ont noté en tout cas. En tout cas moi je sais qu'on me l'a dit et ils me l'ont dit. Alors c'est vrai que on pense, moi je suis persuadé que sans la BL3C et sans le PNR, en fait le dossier aurait été bouclé il y a plusieurs mois déjà. Alors, c'est vrai que pour nous, enfin aujourd'hui, on ne peut pas dire que les étoiles soient encore tout à fait alignées, mais nous ne devons pas baisser les bras parce que rien n'est signé, et si nos interlocuteurs perdent leur sang-froid, c'est parce que je pense que plus les jours passent, moins ils sont sûrs d'avoir raison. Un représentant de l'État qui quitte une réunion, c'est un signe fort. Il faut continuer à gêner tous ceux qui confondent l'intérêt général et les intérêts d'un groupe industriel, qui pensent servir leur plan de carrière personnel en défendant le projet de carrière complètement affligeant. Alors je sais pouvoir compter sur la BL3C. Je vous souhaite et je nous souhaite ce soir une bonne réunion, et je vous remercie tous d'être ici pour prendre des forces, parce qu'on en aura encore besoin, et parce qu'on sait que, bien sûr, la victoire aime l'effort, mais aussi seule la victoire est jolie. Voilà, bonsoir. Merci Bruno pour ton accueil, en tout cas dans cette salle dont nous avons toujours plaisir, où on a toujours plaisir à admirer les tableaux des peintres. On n'a pas fait l'effort de sortir X banderoles parce qu'on s'est dit ce soir on aura effectivement des adhérents qui connaissent nos banderoles, qui ont participé aux banderoles. Donc on a préféré laisser les tableaux de nos peintres à Breil. Là, je vais passer, avant d'ouvrir vraiment la séance, je vais passer la parole à quelques élus qui ont fait le plaisir et l'honneur de nous rejoindre là ce soir, mais pour leurs engagements divers et variés. Le match de foot, il faut le dire. Entre autres, mais bon, pour suivre aussi la vie ici à Breil, je sais que les engagements des élus est très grand, et voilà. Donc, je vais passer la parole à monsieur. Attention les oreilles. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne connais pas tout le monde dans la salle. Guy Muller, conseiller départemental sur le canton de Limay, et donc conseiller départemental sur Breil, et maire d'Épône, donc voisin, presque voisin, juste en face de la Seine, de l'autre côté de la Seine. Ma présence ici ce soir, non pas pour participer à votre assemblée générale, parce que ce n'est pas le rôle d'un élu d'interférer dans ce type d'assemblée, mais surtout pour témoigner de ma volonté de soutien à votre mouvement, à notre mouvement, parce que je crois que le combat que vous menez est un combat difficile, un combat long. Votre présidente me disait qu'il y avait une petite baisse des adhésions en ce moment, mais je crois que votre présence ici témoigne malgré tout de la vivacité, de la force de votre mouvement et de votre combat. Et je suis sûr qu'avec le temps, comme le disait notre ami maire de Breil, je crois qu'il est important de continuer ce combat, et que les attitudes des personnels de l'État montrent effectivement un agacement, et montrent aussi l'efficacité du travail que vous menez tous. Et je crois que à terme, ce ne sera sans doute pas facile, mais les belles victoires ne se gagnent qu'avec un beau combat. Et voilà, je crois que
ma présence ici ce soir, c'est surtout de témoigner de ma volonté de vous aider autant que faire se peut dans les instances auxquelles je participe, de passer votre message, de passer notre message de la volonté d'avoir un environnement qui soit préservé, un environnement qui soit au moins aussi beau que ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Merci, monsieur le maire. Merci de votre soutien. Merci Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Cécile Dumoulin, je suis la binôme de Guy Muller. Vous savez, depuis les dernières élections départementales, il y a eu un redécoupage et on est un homme, une femme. Voilà, c'est la parité. Donc je suis aux côtés de Guy pour représenter les habitants de ce canton, et en tant que représentante, on s'est positionné avec Guy effectivement contre les carrières. Ça s'est manifesté à plusieurs occasions. Dernièrement par le vote, mais aussi par la manifestation qui avait été organisée à Mantes-la-Jolie. Voilà, donc moi aussi je voudrais saluer, comme l'a fait Bruno Ecki, le travail de fourmi qui est fait par l'association, de décortiquer le rapport de l'enquête publique, parce que ce sont des pages et des pages, et c'est vrai que vous avez cette capacité à nous donner des documents synthétiques, en relevant toutes les incohérences qu'il y a pu y avoir dans ce dossier, notamment, et puis les réserves. Moi, je trouve ça très important, effectivement, les réserves qui ont été mises, mais je pense que... Et ça, on peut remercier les spécialistes de AVL3C, qui, effectivement, ont décortiqué ce dossier de plus de 5000 pages, et effectivement, chapeau. Voilà, et c'est vrai que ça se résumait, donc, effectivement, que ce soit sur la pollution, et la vallée de la Seine est une vallée industrielle, mais on cumule à la fois la 13 et puis la pollution dans notre zone. L'eau, ça c'est quand même un des premiers combats avec la pollution de la nappe phréatique, et puis effectivement la dénaturation du paysage avec la non prise en compte de la revalorisation des terres agricoles. Et c'est vrai qu'il y a de nombreux acteurs, il n'y a pas simplement les élus, mais il y a la Chambre d'agriculture qui aussi s'est positionnée contre. Donc c'est vrai que c'est un combat un petit peu le pot de terre contre le pot de fer, mais parce que l'État c'est quand même quelque chose, un mastodonte, oui. Donc c'est pas facile de mener un combat contre l'État, parce que souvent c'est lui qui décide. C'est vrai que nous, en tant qu'élus, en tant que conseiller départemental, c'est pas vraiment de notre compétence, mais on est notre responsabilité est d'être aussi à vos côtés pour ce combat. Donc c'était le petit mot que je voulais vous dire en saluant encore votre travail. Et puis alors je voudrais m'excuser de ne pas rester à l'ensemble de votre assemblée générale, parce que j'ai une réunion familiale ce soir et je tenais quand même à être présent. Je pense que Guy aussi devra s'échapper. Voilà, merci encore à vous, et bravo à votre travail. Voilà. Merci d'être venu. Alors, c'est là tout l'intérêt des élus de proximité, parce qu'on a vu les rendez-vous qui avaient lieu au ministère de l'Environnement. On est reçu plutôt par des technocrates, et le discours n'est pas le même, et l'écoute et l'oreille ne sont pas les mêmes non plus. Ghislaine, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, Ghislaine Sonnet, maire d'Écouen et conseillère régionale d'Île-de-France. Et donc, je voulais quand même vous annoncer quelque chose qui à mon sens est plutôt très intéressant, puisque nous avons dû voter, donc c'était mercredi en conseil régional, la délibération pour relancer le classement du PNR, et qui est validé une nouvelle charte par la région. Et en fait, le débat, nous avons parlé de Calcia et d'AVL3C. Donc, un certain nombre de groupes ont pris la parole, un groupe l'a lancé, et ensuite tout le monde a rebondi avec brio, tous, et on s'est rendu compte finalement que la majorité régionale et l'opposition régionale étaient toutes d'accord entre elles, puisque tout le monde s'exprimait sur le fait que, en tout cas, il y avait des députés de part et d'autre qui s'étaient, la majorité régionale qui s'était opposée. Non, je ne veux pas faire de politique partisane. Voilà. Parce que là, on
parle tous d'une même voix. Et donc, un dernier groupe a fait une explication de vote demandant à saisir Madame Valérie Pécresse en question écrite pour avoir sa réponse. On l'avait déjà fait l'année dernière. Il y avait déjà eu des délibérations sur lesquelles, malheureusement, des amendements qui avaient été faits sur lesquels on n'a jamais été majoritaire. Mais à partir du moment où il y a un débat et on se rend compte qu'effectivement la majorité, tant que l'opposition sont plutôt d'accord, on fera en sorte tous, et j'imagine que tous les groupes politiques qui le souhaitent le feront, fera en sorte qu'il y ait de nouveau une délibération, ou en tout cas un amendement qui permette à un moment donné à ce que la région puisse s'exprimer. Donc ça, c'est à mon sens une petite pierre encore supplémentaire, mais si on arrivait en tout cas à convaincre la région de pouvoir soutenir le combat contre Calcia, ce serait une excellente nouvelle. Alors après, c'est un petit jeu politique, hein, c'est comme ça que ça se passe, mais en tout cas, c'est un jeu que nous allons jouer avec grand plaisir, heureuse d'être parmi vous, et puis on aura l'occasion d'échanger. Merci. Si la région commence à s'intéresser aux problèmes, voilà, on va aller vers des horizons plus larges et plus soutenus de notre combat. On commence donc la séance, là, ce soir. J'ai été choisie présidente de la séance. Vous en doutez parce que j'ai le micro. Mais j'ai besoin de deux spectateurs. J'ai besoin de deux spectateurs. Donc, deux personnes volontaires pour dire que les choses se sont faites dans l'ordre des choses normalement. Alors, deux noms. Il nous faut deux noms. Témoins que les choses se passent bien ce soir. Bon, Arnaud, tu l'avais déjà fait une fois, alors viens. Allez, bien. On va donner le nom. Tu veux faire spectateur? Oui. Viens. Alors Bernard, est-ce que nous avons le quorum? Alors le nom des témoins. Et monsieur. Ah non, Il est déjà trop diplômé. non. Il n'est pas Voilà, il n'est pas élu. Il n'est pas élu à la Belle 3C. Et donc Bernard, je vois que tu joues le rôle de secrétaire. Oui. Et trésorier éventuellement. Et trésorier, bien sûr, on va te présenter en tant que Bon, tel. alors déjà on peut délibérer sans problème. J'avais tout à l'heure, quand on est arrivé j'avais déjà, oui, Un micro. J'avais déjà 92 signatures, plus 48 pouvoirs, ce qui me fait déjà 140. Il y a d'autres gens qui ont signé depuis. Alors que nous sommes 400 adhérents, 20% pour le quorum, c'est-à-dire 80. Donc on est largement au-dessus. Très bien, merci. Donc je te laisse une place, une petite place pour écrire maintenant. Très bien. Donc voilà un peu le programme de la soirée. Les rapports d'activité, rapport moral, rapport financier, prévisionnel, quitus approbation de ces rapports. Ensuite, Dominique représentera les actions en cours. Et ensuite, on procédera à l'élection du conseil. Les actions en cours seront présentées par ceux qui les mènent, c'est-à-dire 4 ou 5 d'entre nous qui développeront notamment. On a plusieurs procès en cours, c'est Philippe Berthier qui s'occupe des rapports. Et nos avocats, c'est lui qui exposera. Avec Émeric, hein. Avec Émeric. Avec Émeric, d'accord. Par exemple. Et puis, bien évidemment, on souhaite aussi avoir la participation de la salle, des questions, et à la toute fin, un pot. Voilà, au fond de la salle, pour nous encourager à continuer le combat. Dominique, rapport moral? Bon, on va y aller. Ça s'appelle du comique de répétition d'ailleurs, parce que depuis 2014 qu'on a remonté la Belle 3C. Ça va le son? Je sais pas pourquoi il y a un bruit de damper derrière moi. Les oreilles, attention, je ferme le micro. Ça s'appelle du comique de répétition parce qu'en fait, on a repris l'association en 2014 et puis depuis, il n'y a toujours pas de carrière, mais il n'y a toujours pas de carrière non plus. Donc voilà, donc bon. Simplement là, donc normalement je commence par des remerciements.
Mais comme maintenant il y a un renversement dans la région, on n'aurait pas à remercier seulement ceux qui nous soutiennent, dont certains sont là, dans les élus, dans les associations, la BD, les Amis du Vexin. En fait, comme tout le monde nous soutient, maintenant on pourrait peut-être seulement ne pas remercier ceux qui ne nous soutiennent pas, ça serait beaucoup plus rapide. Donc je ne remercie pas les 2-3 communes qui sont d'accord avec le projet Calcia et les 2-3 hommes politiques qui sont d'accord avec le projet Calcia. Tous les autres, je les remercie et je vous remercie évidemment, vous en particulier, d'être là et sans faille et de soutenir sans arrêt, quoi, de soutenir éternellement, puisque ça risque de durer encore. Alors, je vais faire je trouve que je n'ai pas fait un truc chronologique. Il s'est passé énormément de choses dans cette année. Je distingue simplement 2 registres d'événements ou d'actions. Alors, pour mémoire, il y a eu une série d'événements sympathiques, vivants, comme on en connaît depuis 2014 dans notre vie associative. Il y a eu une rencontre tout à fait improbable, mais qui s'est très bien passée et qui a été très intéressante avec la CGT de Calcia en avril à Mantes, grâce à la section mantaise du PCF. On a pu échanger avec du personnel de Calcia et ça s'est passé avec un certain respect mutuel qui était vraiment quelque chose d'intéressant pour ceux qui y étaient. Il y a eu les brocantes à Wainville, à Fontenay. Il y a eu en mai, toujours, la fête des possibles organisée par nos collectifs No Pivals, Non au projet inutile en Vallée de Seine et Alternative en Vallée de Seine, qui est un nouveau collectif qu'on a créé depuis 1 an et demi et qui rassemble 32 associations dans la Vallée de la Seine, toutes sur des sujets environnementaux au sens large. Le 8 septembre à Paris, on a participé à une grande manif sur le climat, où quelques-uns d'entre nous, dont les enfants de Fabrice Thierage, qui ne sont pas présents, mais Fabrice est présent, là, ont été particulièrement remarqués et brillants. Et ça nous a permis de monter dans les réseaux sociaux, dont tu nous parleras tout à l'heure. Alors, à part ça, il s'est passé des points forts, j'en retiens 3. Le premier va vous surprendre, il est nul, mais il est très emblématique. C'est le jour en avril, où 9 mois après le dépôt d'un dossier très argumenté, le député Michel Vialet a reçu une réponse signée du ministre Hulot. Et cette réponse, qui fait 2 pages, que j'ai là si ça intéresse quelqu'un, disait écoutez, on a besoin de ciment, et puis le projet Calcia, finalement, il est vachement bien, donc je vois vraiment pas quel est votre problème. Et c'était un copier-coller des baratins de la DRIE depuis 1997 en 1 page et demie, et c'est tout. Et bon, alors moi, ça m'intéresse beaucoup parce que quelqu'un comme Nicolas Hulot n'ait pas pu lire notre dossier et se dire tiens, là, il y a quand même un truc, c'est assez intéressant. Et c'est emblématique pour moi de la difficulté qu'on a. C'est la seule qu'on a maintenant, où on voit qu'on a plein d'appuis parmi les élus, on a plein d'appuis parmi la population. Le seul problème dans lequel on est toujours, c'est que l'État ne peut pas entendre ce qu'on dit. Et ça continue dans les mêmes arguments. Bah oui, il y a besoin de ciment quand même, et Grand Paris, qu'est-ce que vous en faites? On ne peut pas sortir de là. Donc, il s'est passé la même chose pour la mise en compatibilité du flux de Breuil par la force, hein, le préfet. Bon, c'est très important de faire cette carrière, donc voilà. En juin, le préfet a renouvelé le PIG, toujours la même logique, du rouleau compresseur. On soutient, nous, que ce renouvellement du PIG, projet d'intérêt général, qui datait de mai 2015, a été pris hors délai. Bon, c'est quelque chose qui est en cours devant les tribunaux. Et puis, début 2019, Olivier Milus, ici présent, vice-président de l'association, aidé par Bruno Millienne et Michel de Vaucouleurs, a réussi à entrer en contact avec Brune Poisson lors de vœux. Donc, on a eu un contact avec un jeune haut fonctionnaire au ministère de la Transition. Et puis, même chose, il nous a écoutés. Puis, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait du dossier, qu'est-ce qu'il en savait, il nous a dit, oui, on a appelé la DRIE et ils nous ont dit qu'il y avait besoin de ciment. Donc, si vous voulez, il y a un petit blocage, on va dire, mais qui est quand même extrêmement grave. Et cette série de non-rencontres avec les services de l'État, bon, j'en rigole, mais c'est pas drôle, parce que c'est effarant de penser qu'on est obligé de répéter les mêmes arguments, et que le besoin de ciment, il n'y en a pas. C'est pas vrai. C'est le président du syndicat des cimentiers qui le dit, et ainsi de suite. On est toujours devant ça, ça n'évolue pas. Et alors, le couronnement, ça a été mercredi dernier, 13 mars 2019, où on avait un rendez-vous, Philippe, Pierre et Sylvie et moi, avec le sous-préfet de Mantes. Ça a duré montre en main un quart d'heure, il n'a pas supporté. Ils ne nous ont pas supporté, M. Caltabaché et M. Le sous-préfet.
Le monsieur Dadrieux est sorti, le Furax, on n'a pas vraiment bien compris pourquoi, parce que la réunion commençait à peine, on apportait des documents tout à fait étayés encore sur les engagements de l'État et sur cette histoire de carrière. On avait envie d'en parler avec eux, et notamment de parler des réserves émises par les commissaires enquêteurs, ou les prescriptions émises par l'État depuis 20 ans au sujet de ces histoires. Ah ben non, ils nous ont dit qu'on attaquait les services de l'État, ils nous ont dit que nos arguments n'étaient pas scientifiques, alors là on a adoré. Et il a mis fin à la réunion en un quart d'heure. Et donc là, pour nous, c'est voilà, le point de blocage dans lequel on est encore cette année. Il va falloir qu'on trouve les moyens de surmonter ce blocage-là. Il va falloir qu'on trouve les moyens d'avoir des discussions d'une façon ou d'une autre avec les services de l'État. Bon. Alors, le dernier point important, il y a eu d'autres points importants. Après, je saute une page carrément. C'est le moment où il y a eu la bascule justement cette année qu'il y a eu la bascule des élus, et notamment des élus communautaires, qui, je pense, grâce au fait que petit à petit, ça gagne la conviction que ce projet n'est pas un bon projet et qu'il faut laisser tomber. Le 4 juillet, vous vous souvenez qu'à propos de la mecque du Clou de Brouet, les élus sont sortis de la salle parce que le président refusait un débat. Et tout le monde, ils sont sortis, il n'y avait plus le quorum, il ne pouvait plus y avoir de réunion, mais surtout, vraiment le point le plus fort dans le déroulé de ce qui s'est passé pour notre association cette année, c'est le jeudi 27 septembre donc 2018, où la motion favorable proposée par Philippe Tautou, président de la CU, était toute préparée, un avis favorable sur le permis exclusif de carrière et l'autorisation environnementale unique présentée par Simon Calcia, en raison de l'enjeu et de l'impact positif du projet sur le développement économique du territoire. Bon, il y avait juste une petite réserve sur l'eau, parce qu'ils font toujours une petite réserve sur l'eau, mais ils ne se rendent pas compte qu'il vaudrait peut-être mieux arrêter de jouer avec l'eau comme ça. Et donc, à ce moment-là, il y a eu ces fameuses interventions. On était 80, il y avait les tracteurs, il y avait les banderoles, et il y a eu les opposants qui se sont exprimés, notamment Michel Vialet, Albert Bichour, des Mureaux, Denis Fest d'Andrézy, Gérard Béguin, maire de Sailly, et ils ont fort bien parlé, et on a compris qu'on allait gagner au moment où Éric Rouleau, vice-président chargé de l'environnement, et Pierre Bédier ont fait des interventions qui étaient vraiment en décalage complet, et avec les enjeux, et avec ce que venaient de dire les opposants. Et donc, ce vote, je vous rappelle, c'était 67 voix contre le projet de motion favorable, on va dire, contre le fait que la communauté urbaine ne voulait pas être favorable à ce projet. Donc 67 voix contre, 42 pour et 3 abstentions. C'était le premier barrage net devant le rouleau compresseur Calcia. Et ça a été vraiment un événement très important de cette année. Et le dernier événement très important de cette année, c'était évidemment l'enquête publique et l'avis des commissaires enquêteurs. Alors, l'enquête a eu lieu en septembre-octobre, l'avis a été rendu public le 28 décembre. Il y a eu plus de 1600 contributions, je vous rappelle, plus de 300 contributions, 1600 contributions électroniques, plus de 300 sur les registres manuels. Une grande partie était, comme l'ont noté les commissaires enquêteurs, étaient très argumentés. Donc on retrouve une fois de plus ce qui a fait notre force jusqu'à présent, c'est le fait d'argumenter et de pouvoir être effectivement pris au sérieux. Donc, j'ai encore perdu une page, c'est normal. Ouais. Peut-être 3. Non, c'est fait. Ouais. Donc, alors, ce qui nous a tués un peu, mais un peu, parce qu'on n'arrive pas à nous tuer du tout, c'est que les commissaires enquêteurs ont quand même rendu un avis favorable. Et malheureusement pour nous, la presse locale, comme un seul homme, a écrit « Carrière, avis favorable ». Donc moi j'ai téléphoné aux journalistes qui m'ont dit que c'est pas eux qui faisaient les titres. Je pense que c'est possible que dans leur organisation, par exemple aux Parisiens, ça soit la rédaction, je précise que j'ai été journaliste toute ma vie, ça soit les commissaires enquêteurs, ça soit les rédacteurs en chef qui fassent les titres, je sais pas. Mais ils nous ont beaucoup nui parce qu'il y a plein de gens qui ont interprété « Ah bah c'est foutu cette histoire, ça y est, enfin c'est fini, on n'en discute même plus ». Donc voilà. Mais derrière ça, il y a un élément extrêmement important, c'est qu'ils ont fait des réserves tellement énormes qu'on voit mal maintenant ce qui peut se passer.
Je vous rappelle qu'ils ont dit qu'il y avait un risque de pollution majeure de la nappe phréatique. Ils ont dit que ça n'allait pas, cette vieille usine qui nuisait à la santé des habitants. Ils ont émis des réserves sur la manière dont les terres agricoles pourraient revenir à l'agriculture. Ils ont émis des réserves sur tout. Ils ont dit que, d'ailleurs, les contributions très argumentées de nombreux, et je salue toutes les associations, tous les élus, les conseils municipaux qui ont pris le temps et la peine de faire des contributions extrêmement argumentées eux aussi. Les commissaires enquêteurs ont reconnu que toute cette somme d'argumentation venant de tout le monde, de la Chambre d'agriculture, en passant par les amis du Vexin français ou des communes comme Jusier, Blainville ou Broyans-Vexin et les autres, ils ont reconnu que ça déstabilisait et que ça posait un problème. Bon. Donc, c'est un avis favorable, certes. Ça nous met maintenant dans le présent et dans ma conclusion. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous savez que comme c'est une zone spéciale, il y a obligation d'avoir un avis de deux ministres, le ministre de la Transition écologique et le ministre de l'Économie. Donc, il y a eu une petite prolongation parce qu'ils commencent à se manger les ongles, comme moi d'ailleurs. Ils ne savent pas. Bon, visiblement, il y a quand même un trouble. Donc, il y a eu une prolongation pour que le préfet des Yvelines il doit donner, 31 mai, dernier délai, il doit donner un avis, lui, aux deux ministres qui vont étudier et donner, eux, un avis. Les ministres, je précise, ils ont 2 ans pour donner un avis. Et le gag, parce que là, pour une fois, le gag, il est bon pour nous, c'est que s'ils ne donnent pas d'avis, l'avis est réputé défavorable. Donc il faut qu'on tienne 2 ans. Bon, on voit que ça va faire, ça tombe bien. Il n'y a pas de problème majeur, on va rester là pendant 2 ans, puis on va attendre que... Ah, je vois mon voisin qui m'approuve. Voilà, je ne vois pas d'autre solution, de toute façon. Donc, je termine. Donc il y a des hypothèses, mais c'est même pas la peine de les faire. Hein, soit le préfet, une fois que les ministres rendent leur avis, si l'avis est favorable, le préfet prendra un avis d'autorisation d'exploiter. Et là, évidemment, nos avocats et les avocats du PNR et des communes rentreront en jeu. Soit les ministres font des réserves ou refusent, ils peuvent ralentir et dire que quand même il y a des problèmes qu'il faut lever. Or, nous, on sait, pour avoir 20 étudié tout le dossier, qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Alors, je vous en donne juste une, parce que je trouve que c'est un merveilleux gag, c'est le fait que dans les prescriptions, il y a sur notre site un texte de Philippe Berthier qui résume ça très bien. Dans les prescriptions que l'État avait données en 1997, il y avait le fait que cette carrière, elle devait être invisible de partout. Bon, voilà, donc après, vous faites une carrière en dessous de Saint-Laurent, pour ceux qui connaissent le coin, vous avez toutes les chances qu'on la voit absolument pas, cette carrière. Donc voilà. Donc, et ça, c'est le plus gros, parce que celui-là, il est délicieux, hein, c'est vraiment formidable, mais tout est du même acabit. C'est-à-dire qu'il y a plein d'impossibilités. Donc c'est à nous, après, de travailler éternellement autant qu'il faudra sur les impossibilités. On en a retrouvé d'autres, notamment Patrick Soiseau, ici présent, a trouvé que, par exemple, les tirs de mine et leur effet avaient été complètement sous-estimés. Mais il a retrouvé ça en étudiant un peu mieux les chiffres officiels. Hein. C'est pas sa fantaisie personnelle. Voilà. Je vous ai donné 2 exemples, mais sachez qu'en magasin, on en a beaucoup. On va dire beaucoup. Voilà. Donc, les axes de lutte pour cette année 2019, on en a 3. 1. Nous allons continuer à développer nos arguments non scientifiques, hein, parce que ça paye, puis c'est intéressant, et il y a plein de contributeurs qui ont découvert que Calcia se vante de produire un ciment unique, bon, mais sauf qu'il est produit par 19 autres usines. Bon, mais ça fait rien, il est unique quand même, puisqu'il est à Gargenville. Bon. 2. Face à cette difficulté phénoménale des services de l'État, qui n'arrivent pas à entendre, comme je vous dis, j'ai l'air de rigoler, mais c'est vrai, tout ce que je dis est complètement exact. Les services de l'État n'ont pas bougé depuis 2014 sur ce dossier. C'est les seuls, tout le monde a bougé, nous on a bougé. Les élus ont bougé, les habitants ont bougé, les associations ont bougé, les communes ont bougé, tout le monde bouge. Les services de l'État, que dalle. Depuis Nicolas Hulot, ce qui était quand même un comble, en passant par le sous-préfet et M. Caltin-Bachet de la Brieux. Donc, nous comptons beaucoup, et je les regarde absolument dans les yeux avec des lunettes dégueulasses, mais je les regarde dans les yeux, nous comptons beaucoup sur les élus pour qu'ils poussent le radeau, quoi. C'est pas le radeau de la Méduse, hein, c'est le radeau victorieux, il faut qu'ils
qu'ils aident qu'ils aident à ce que l'État réalise qu'on est en période de changement climatique grave, on est en période où l'eau, etc., etc. Voilà. Alors, un axe, on va développer des arguments. Deuxième axe, on a besoin de l'aide de tout le monde pour soulever l'État, secouer l'État, un coup d'État, par exemple. Je sais pas. 3, on va développer des actions, mais là, je ne vais pas. On a des actions en cours, dont juridiques, mais on a aussi des actions en cours. Et là, c'est pas moi qui vais développer. Je vais d'abord passer la parole à mon camarade, notre remarquable trésorier Bernard Essery, qui va faire un rapport financier. Et on donnera la parole seulement après à ceux qui mènent des actions pour qu'ils les expriment, qu'ils les expliquent, les actions juridiques, les actions sur les réseaux sociaux et des actions auprès des habitants de la part de Alain Quéré qui organise un projet de RIL et qui recueille des signatures de pétitions qui est une manière de protester contre le fait qu'il y a eu une opposition énorme sur l'enquête publique et que finalement on n'en tient pas compte, donc les habitants vont remettre une louche. Et Philippe Laborde, qui est au fond là-bas, et qui a lancé depuis l'année dernière une plainte des habitants, un recours pour mise en danger de la vie d'autrui à propos de la pollution générée, notamment par la cimenterie dans la vallée de la Seine. Donc voilà. Donc je passe la parole à Bernard. Après, on vous demandera d'approuver. On salue le maire des Paumes qui s'en va. On salue Madame Dumoulin qui s'en va. Les autres, restez s'il vous plaît. Et ensuite, on vous demandera quitus sur nos rapports et on donnera la parole à ceux qui mènent les actions et on vous demandera vos interventions et vos idées pour animer cette année 2019, qu'elle soit triomphale, si elle peut. Hein, voilà. Sur les oreilles. Merci Dominique. Bon, je vais essayer de ne pas vous inonder de chiffres quand même, mais il faut faire un petit compte-rendu de l'année 2018, qui, somme toute, financièrement, n'était pas trop mauvaise. Le total des recettes s'élève à 21 698 €. Ça se compose pour 3 axes principaux. Les subventions municipales. On a quand même 8 communes qui nous soutiennent. Les adhésions pour 7 288 €. Des donations exceptionnelles quand même pour 11 500 €. Merci à ces gens-là qui nous ont bien aidés financièrement. Et puis, bon, des petites recettes comme le livret A pour 150 €. Bon, alors ça, c'est donc les recettes. Les dépenses, bon, on a eu effectivement également des dépenses, dont 7 460 € en frais d'avocat, 1090 € en frais d'impression, des frais postaux pour 190 €, et puis beaucoup de consommables parce qu'on a fait beaucoup d'impressions par nous-mêmes pour 1013 €. Donc le bilan recettes-dépenses nous laisse un excédent de 9 048 €. C'est tout. Désolé. Je croyais qu'on avait plus. C'est pas grave. Petite blague à part, il nous reste un peu de sous, comme tu m'avais proposé, pour acheter des tentes de camping, pour faire un camping sur la zone 109. J'ai regardé sur le bon coin, il y en a des pas chers, donc il nous reste des sous. Donc on aura des propositions à vous faire. Attends. Bon, alors par contre, le budget prévisionnel pour 2019, pardon, j'ai la voix un peu cassée. Mais donc en recette, on espère autant au niveau des subventions municipales. Je vous rappelle, c'était 2 760 €. On pense obtenir à peu près 8 000 € au niveau des adhésions. Et bon, voilà, au niveau dons exceptionnels, bon, pourquoi pas, mais bon, je compte pas dessus. Ça ne peut pas se renouveler tous les ans. Non, peut-être, on ne sait pas. Hein. Donc, total dépense, 15 380 € prévus.
pour environ 10 930 de dépenses, ce qui fait que normalement en 2019, on risque d'être un peu déficitaire. J'ai prévu 4 500 €. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on avait quand même 32 800 €, j'arrondis, donc moins 4 400, il nous restera quand même quelque chose comme 28 500. Donc, j'insiste, les tentes de camping, t'inquiète pas Dominique, on peut les acheter. Voilà, bon, donc, voilà, dans les grandes lignes, les grands chiffres, hein, j'ai tout le détail. S'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez venir me voir après. On va pas rentrer dans tout le détail, sinon on a pour jusqu'à demain matin à l'aube. Voilà, je vous remercie, mais si vous avez des questions... Là pour pas faire encore une fois. Donc là maintenant on va passer à l'approbation donc du rapport moral que vous a présenté Dominique et le rapport financier que vous a présenté Bernard. Donc qui vote contre le rapport moral qu'a présenté Dominique? Qui s'abstient? Voilà, bravo Dominique, merci. L'occasion de remercier quand même le travail que fait Dominique tous les jours, qui ne lâche rien de rien. Et encore merci pour l'association. C'est un conjoint exceptionnel. Hein, avec un conjoint exceptionnel qui pêche là-bas derrière. Merci Jean-Christophe de la soutenir comme ça pour cette efficacité de tous les jours. Et il bosse aussi. Hein. Oui. Mais le travail que fait Dominique, il ne se voit pas forcément, il est plutôt ingrat, mais c'est vrai que... moi je trouve, derrière les mails, tous les jours, voilà. Mais c'est vrai qu'on a d'autres spécialistes dans l'association et qu'il faut aussi un gros travail au quotidien et pour préparer tous ces dossiers dont on parlait tout à l'heure. C'est pour ça que c'est honteux et scandaleux d'avoir été traité de non scientifique, parce qu'au contraire, on a dans l'association des personnes de valeur et de qualité et des professionnels. Donc quand on a un dossier santé, un dossier ciment, un dossier économique, un dossier juridique, on a de vrais professionnels avec nous. Donc on peut leur faire confiance et je pense que c'est ça qui agace au niveau maintenant de l'État, parce qu'effectivement on démonte systématiquement ce que pensent eux nous faire passer comme étant... voilà. Donc merci à toutes ces personnes-là qui travaillent au sein de l'association. Bernard, qui vote contre ce bilan 2018, qui s'abstient. Donc à la majorité, on vote pour ce bilan. Qu'est-ce que j'ai dit? À l'unanimité, excusez-moi, à l'unanimité. Bravo Bernard, là aussi un travail de tous les jours, un travail de fourmi et de précision. Merci. Alors maintenant, justement pour les actions en cours, alors on commence par ou le conseil. Voilà, passer tout de suite le renouvellement du conseil. Oui, si vous voulez, d'accord. Voilà, et après on passera au Alors, le renouvellement du conseil. Alors, le renouvellement du conseil, on a 4 délégués villages qui sont à réélire, parce que ça c'est renouvelable, je pense, tous les ans. Donc on avait 4 délégués qui étaient... Alors, on avait Marie-Laure Vérousse pour Fontenay, qui se représente mais qui s'excuse. Je crois qu'elle n'est pas arrivée, elle avait un empêchement pour le moment, mais ce n'était pas un match de foot. Hein. Jean-Christophe Mantois pour Sailly, Nathalie Gage pour Boeil et Bénédicte Acassé qui revient et qui remplace Florence Dété pour Guy Trocourt. On pourrait vous voir, ce serait aussi bien. C'est l'occasion. Nathalie, Jean-Christophe, Bénédicte et voilà, qui s'est excusée. Donc, qui est contre? Non, on fait pour le tout. Je crois qu'après, non, je sais pas. Alors après, les spécialistes. Je peux vous dire pour les autres membres du conseil d'administration. Après, voilà. On a un tiers. Oui, le conseil d'administration est formé de 15 personnes. Donc il y a 4 personnes des comités de village dont on vient de vous parler et 11 autres personnes qui sont administrateurs.
Donc parmi les 11, il y avait 6 sortants. Comme on est réélu tous les 3 ans, les sortants de cette année, il y avait Pierre Bellicot, François Marchand, Martine Tellier, Nathalie Guilbert, Dominique Pellegrin et Sylvie Péchard. Donc parmi les 6 sortants, François Marchand va rejoindre le conseil élargi et merci effectivement beaucoup, et il serait remplacé par Jean-Pierre Grenier. Alors voilà, sinon les autres sont prêts à repartir. Donc ça formerait les 15. Je vais vous rappeler donc les personnes que l'on vous soumet. Donc Pierre Bellicot, Berthier. Oui. Pierre Bellicot, oui. Donc Philippe Berthier, François Marchand, donc, qui est remplacé par Jean-Pierre Grenier. Ensuite, donc, on a dit Martine Tellier, bon, vous l'avez déjà vu. Nathalie Guilbert, ici présente. Dominique. Dominique, tu peux te mettre debout. Merci. Sylvie Péchard. Olivier Nilleux. Fabrice Thirache. Je suis déjà debout. Vincent Moreau, il est là maintenant. Et moi-même. Debout. Voilà. Bon, alors donc on peut voter pour l'ensemble, donc des 15, comme des villages, plus les 11. Alors qui est contre? Attention à ce que vous faites. Hein. Qui s'abstient? Ah oui, moi aussi, justement. Non mais je ne vois pas le visage. Donc pourrait... C'est vrai que c'est les solides suprêmes. Donc une abstention. Merci. Ah, il y a 2 abstentions. Il y a 2 abstentions. Ah oui, voilà. Jean-Pierre, parce que... Il y a 2 abstentions. 2 abstentions. J'en profite pour saluer l'arrivée de M. Millième. Merci. Donc, député. Voilà. Député de la 9e circonscription. Merci de votre présence. Donc, les actions en cours. Alors, le premier élément dont il faut qu'on vous rende compte, c'est de ce qui se passe sur le plan juridique. Et c'est Philippe qui s'occupe depuis le début. Vu qu'il va y avoir de plus en plus un volet juridique dans cette affaire. D'où l'intérêt du bilan financier. Oui, tout est lié. Déjà, une première chose en ce qui concerne effectivement l'impact juridique sur ce dossier, je dirais que lors du rendez-vous du 13 en sous-préfecture de Mantes, j'ai posé la question à M. Desrois et il m'a répondu très nettement qu'effectivement, ça se passerait au juridique en justice. Donc, on a en face de nous vraiment un rouleau compresseur qui n'a pas l'air de vouloir modifier d'un iota son attitude. Alors bon, vous avez peut-être vu le petit PowerPoint qui défile. Les 2 faits marquants cette année 2018, ce furent le renouvellement du PIG. Alors ce renouvellement du PIG, nous soutenons, nous, qu'il a été arrêté après que le PIG soit devenu caduc. Le PIG étant d'une durée de 3 ans à partir de la date à laquelle il est notifié aux communes. Or, il y a eu 2 notifications. Une première notification qui, en fait, d'après M. le Préfet dans son mémoire en défense, n'était faite que pour assurer l'information du public. Alors qu'en fait, non. On démontre avec notre avocat que cette première notification faisait courir le délai. Et comme elle était du 26 mai, le 14 juin, le PIG était caduc, il ne pouvait plus être renouvelé. Donc ça, c'est un premier. Le recours est devant le tribunal administratif. Des mémoires ont été produits par Simon Calcia et le préfet. Nous avons déposé un mémoire en réplique très récemment. Après la deuxième décision importante de l'administration, ça a été l'arrêté de mise en compatibilité des documents d'urbanisme. Là aussi, alors on a fait d'abord un recours gracieux auquel le préfet n'a pas répondu, donc on a fait un recours contentieux qu'on a déposé en fait en début 2019.
Voilà, ça c'est les choses les plus importantes, sachant que nous avons toujours du mois de juin 2017 notre recours en annulation près la Cour d'appel de Versailles pour faire annuler le PIG, et sur lequel pour l'instant on n'a pas de retour. Et le recours sur l'eau? Et il y a un recours sur l'eau, mais c'est plus, il est moins urgent ce recours sur l'eau. C'est une transposition de ce qui s'est passé à Guitrancourt pour éviter que ça se passe dans le futur, parce que là on a une carrière qui risquerait de se faire à Boureille, avec un industriel qui n'est pas du tout clair sur ses intentions ultérieures. Donc, les moyens de protéger les périmètres éloignés du captage de Drocourt et de la source de Sally sont le moyen d'éviter qu'il puisse y avoir, dans un futur à 30-60 ans, une même chose que ce qui se passe en ce moment ici. Voilà. On s'est adjoint à l'autre avocat. Alors maintenant, pour ce qui s'est passé à la sous-préfecture, Émeric a eu l'idée géniale de fouiller dans les dossiers archivés à Sailly, et il a ressorti un rapport de la DRIR, en fait l'ex-DRIE, qui date de 1997, dans le cadre de la procédure de zone spéciale. Ce rapport, il est cité dans l'arrêté, dans le décret de zone spéciale. Il comporte des limitations aux atteintes à l'environnement. Dominique en avait cité une, ne pas être visible de n'importe quel point d'habitation ou de route. Il y en a d'autres plus importantes encore, dont par exemple aucune exploitation au-dessus de la cote 150 NGF. Or, le projet de Ciment Calcia prévoit une base vie à la cote 160. Donc, il n'a absolument pas lieu d'être. Il y a également une surface dérangée qui ne doit pas dépasser 36 hectares. Or, on démontre, d'après le dossier de demande d'autorisation, qu'on sera à peu près à 50 hectares de dérangés pendant 25 ans. Donc, ça ne tient pas la route non plus. Et l'idée que nous avons eue, en fait, c'était de conserver ces arguments-là pour notre avocat, pour un recours contre un éventuel arrêté d'autorisation d'exploiter. Et puis finalement, personnellement, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a à perdre? Donc on balance la patate chaude maintenant pour mettre la pression. Je me suis fait valider par notre avocat avant de faire cela. Et peut-être que ce qui s'est passé le 13 à la sous-préfecture de Nantes, c'est qu'en fait on leur met devant les yeux des choses qui n'ont pas été du tout prises en compte durant toute l'instruction par les services de l'État de ce dossier. Et j'espère que ça va faire le pétard. Voilà. Très bien. Merci. Très fort, très fort, très fort. Pas près des enceintes. Parce que tu voulais rajouter quelque chose à propos des avocats. Nous avions, on s'est adjoint les services de Maître Faro, qui est un avocat reconnu dans le domaine environnemental, plus que notre précédent avocat. Oui, c'est ça, il a gagné à Triel. Il a gagné à Triel. Mais l'État a fait appel. Enfin bon. Et M. Kaltenbacher le connaît bien. Ah, ça c'est pas mal. Il faut partir Ça va en lui faire vacances. peur. Il est repéré, parce qu'il est connu. Ça va lui faire peur. Nathalie, ce qui s'occupe du site et qui le fait évoluer. Alors, méfie-toi, parce que quand on passe le près de ce là. Donc, je vais vous parler 2 minutes du site internet de la VL3C. Donc, je vous invite à le consulter régulièrement, puisqu'on veille vraiment à tenir toute l'actualité de l'association sur ce site, à archiver tous nos documents. Donc, il y a tout l'historique de la VL3C dessus. On a tous nos documents qu'on a produits, toutes les études qui ont été produites sur l'eau, l'emploi, les terres agricoles, la santé, enfin tous nos argumentaires c'est dans nos publications, donc il faut se balader un petit peu dans les menus, j'espère que c'est pas trop compliqué. En tout cas dans le menu publication vous trouvez tous nos textes qui développent tous les argumentaires. Et par ailleurs, vous avez toute l'actualité, si vous voulez savoir ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qui est chaud, c'est mis sur le site. En fait, on relaie entre Facebook, enfin il en parlera Fabrice. Voilà. Moi, je reprends des messages, des fois des échanges qui sont internes à Orga, que je trouve intéressants à faire partager à tout le monde. Il y a parfois des avis d'adhérents
Et d'ailleurs, je vous invite, si vous avez des choses à dire, si vous étudiez un sujet, enfin, si vous entendez parler d'une actualité qui peut nous servir, c'est vraiment important de nous le faire savoir, soit de l'envoyer par mail, et je vous proposerai même, et ça c'est un site collaboratif, donc il est possible de s'inscrire sur ce site et de rédiger soi-même un article. Évidemment, nous, administrateurs, on va autoriser la publication de l'article. Non, on ne va pas le censurer, enfin on vous dira s'il y a un problème avec cet article. En tout cas, c'est l'idée, voilà, ce site, il a été voulu participatif, c'est un principe extrêmement intéressant. Si des gens ont envie d'écrire des choses, et je pense que on a tous à un moment donné un coup de gueule où on est informé d'un sujet, on a envie de le partager, et bien cet outil-là permet de le faire directement sans qu'il y ait des relais. Bon, après, moi, je peux être le relais puisque c'est moi qui peux archiver sur ce site. Donc voilà. Très bien, merci. Un peu de... C'est ce qui est un peu agaçant quand quelqu'un vient nous dire alors c'est fini, on ne vous voit plus avec 3 saisons. On ne nous voit pas toujours dehors avec les banderoles. Hein, ça nous est arrivé souvent, mais là, bon, on nous voit un peu moins. Mais par contre, on peut suivre la vie de l'association sur le site. Merci Nathalie. Fabrice, Fabrice, tu prends la suite par rapport à... Et Vincent. Puisque c'est un autre moyen de communication et de partage. Dupont et Dupont. Les réseaux sociaux. Alors, c'est les geeks, c'est nous. On n'a pas mis les lunettes ce soir, mais on est à peu près sur toutes les plateformes sociales qui existent et qui correspondent à un public différent chacune. Récemment, on a ouvert Instagram, qui est plus orienté visuel, photo, paysage, nature, patrimoine. Tu corriges si je me trompe. Twitter, qui est plus en direction des politiques, des officiels, des institutions et des influenceurs, on va dire. LinkedIn, qui est plus orienté vers les sociétés, donc les décideurs. Les actionnaires aussi, les assurances, tous ceux qui peuvent avoir un mot à dire sur le risque encouru à soutenir telle ou telle entreprise qui n'a pas forcément une réputation, une e-reputation très favorable. Et c'est de plus en plus dans l'air du temps de se méfier de ce genre d'activité, de se sortir des risques qui approchent. Et il y a Facebook qui est plus la vitrine journal quotidien où, au sens, on va ouvrir un petit peu l'horizon sur tout ce qui se passe, pas seulement autour de notre petit périmètre, mais sur tout ce qui se passe ailleurs. Et donc on sera concerné tôt ou tard sur les pollutions, les catastrophes météorologiques, et évidemment toute notre actualité. L'organisation de cette réunion, donc vous ne pouvez ne pas être informé de ce qui se passe au sein de l'association, des rendez-vous qui sont pris, des débriefs qui ont été faits de tous ces sujets-là. Donc vous avez à peu près tous les moyens possibles, entre les emails qui sont envoyés par parcimonie par l'association pour tenir informés les adhérents, les réseaux sociaux, il y en a 4. Donc vous choisissez celui que vous voulez, pardon. Alors sur Facebook, on en est à plus de 805 abonnés. Et ça n'est pas dans le seul périmètre du petit Vexin français, on va dire. Ça peut être largement au-delà, parce que c'est des préoccupations c'est un cas concret de notre région, mais il y a des cas semblables un peu partout. Notre participation à la marche pour le climat, à l'affaire du siècle, au trail de la Mention la semaine dernière. Tout ça fait que le regard se tourne un peu sur ce qui se passe ici. Voilà, ça met un peu sous les projecteurs l'actualité. Twitter, 300... J'arrête là. Non, vas-y. Après, moi, Twitter... J'ai fini en fait. Je continue par rapport à Facebook, où il y a les derniers petits nés. D'abord, j'aimerais rappeler ce que c'est les réseaux sociaux. Là, on peut voir qu'actuellement, il y a des actions d'ampleur non structurées. C'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise, il n'y a pas de chef. Pourtant, il y a des gilets jaunes.
Et il y a aussi les Friday for Climate avec Greta Thunberg, la petite jeune suédoise. Ça déplace des foules. On sait ce qui se passe. Hein. Ou les étudiants, c'est pareil. Et c'est non structuré tout ça. Concernant les chiffres, alors pour Facebook, je ne sais pas, mais je vais commencer par le taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est quoi? On peut avoir 1 million d'abonnés et avoir un like. Parce que ça achète des abonnés, ça s'achète des abonnés. Pour Twitter, on a 400 abonnés et pour Instagram, on en a 150. Et 800 pour Facebook, c'est ça? Nos taux d'engagement sont 4 fois supérieurs à la norme. Pourquoi? Parce que les gens qui nous suivent sont engagés. Qui nous suit sur Twitter, par exemple, on a les acteurs locaux, Aventureland, les restaurations locales, les ruches, les savonneries qui sont dans le Vexin, les scouts, les associations d'archéologues. Pourquoi? Parce qu'on diffuse du contenu riche en informations. Les gens nous suivent et ils nous questionnent dessus. Et si on se trompe, on se fait corriger. On se fait bien corriger. Il y a aussi après le niveau politique. C'est une force extrêmement importante parce qu'en fait, on a 40 000 impressions par mois. Sur Twitter, c'est beaucoup. On a les Yvelines Tourisme, Bruno Miguel, Ghislaine Séné, enfin, je ne vais pas tous les citer, parce qu'il y en a vraiment, pratiquement, vous nous suivez tous. Il y a aussi l'Union des maires des Yvelines, la presse. Alors, ce qui est important, c'est que les comptes officiels nous suivent, mais également les journalistes. Donc, on est une source d'information. Et les villes. La dernière que j'ai notée, c'est la ville de Limay. Concernant Instagram, ce sont les influenceurs, on appelle ça comme ça. Oxfam France, qui font partie de la marche du siècle, qui nous suivent. On a les scouts de Jambille, on a partagé, c'est sympa, Yannick Jadot, qui est venu à Breuil. On est prêt, et il y a aussi, ça va vous faire peut-être faire, mais le Grand Gilet. Je ne sais pas si vous connaissez le Grand Gilet, il a juste 2 millions d'abonnés sur YouTube, sur Instagram, il en a 1 million, s'il retweet un seul truc, c'est énorme. Voilà, mais il nous a suivis, là, il nous suit, enfin, il change, il a des comptes privés et il les change au fur et à mesure. Alors, là, il nous suit peut-être, mais avec un autre compte. Voilà pour les réseaux sociaux. On est aussi présent sur Pinterest, ça c'est pour la presse. En fait, c'est que dès qu'une personne voit une photo sympa sur Internet, tiens, ça c'est un article, c'est une photo issue d'un article de presse, je vais la mettre dans mon petit album presse. Comme ça, vous allez sur Pinterest, si vous connaissez, c'est quelque chose d'assez inspirationnel. Et ben, vous cherchez album presse, vous voyez toutes les photos qui sont parues, qui nous concernent et qui sont dans la presse. Voilà, vous verrez beaucoup Bruno Capra. Mais, et voilà pour les réseaux sociaux. Merci. Dernière chose, tous ces trucs fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui est publié sur Facebook, c'est automatiquement publié aussi sur Twitter. Donc ça fonctionne par vase communicant. On est à peu près synchro avec la mise à jour du site. Elle est Nathalie, est-ce que j'ai... Ah ben, pardon. Voilà. Donc vous avez vraiment plein de moyens de rester informé, de savoir, même si on n'est pas visible, on est en sous-marin. D'être curieux. Vexin zone 109. Voilà. Donc .org pour le site. Vexin zone 109 pour Facebook. AVL3C.org si jamais vous hésitez, ça vous redirige vers le site Le Vrai Nom de Domaine. Voilà, le même nom partout. Donc il n'y a vraiment aucune, je ne vais pas dire excuse, mais il n'y a aucune, il y a aucune excuse pour ne pas savoir ce qui se passe physiquement, on n'est pas sur le terrain. Voilà. Next, c'est quoi? Merci. Merci pour ce petit coup de jeune. Beaucoup de vieux, oui. Beaucoup de vieux pour nous. Alain qui nous parle donc de la pétition qui a été lancée dernièrement à partir de Breuil et de Rille. Alors je te laisse expliquer. Merci. Bonsoir. Donc, après les résultats décevants de l'enquête publique, on n'a pas voulu baisser les bras, on a voulu continuer une action sur le terrain. C'est pour ça que nous avons mis en place, avec l'aide de Bruno, une pétition. Cette démarche regroupe 16 communes touchées
par un potentiel ouverture de cimenterie. Cette démarche, nous la avons voulu irréfutable et pouvoir toucher toute la population qui vit sur ce territoire. Donc nous procédons de la manière suivante. Nous nous reposons sur les maires de chaque commune qui désignent des référents, et ces référents ont comme mission d'aller faire du porte-à-porte, de toucher les habitants de leur commune pour pouvoir avoir un chiffre de pétition suffisamment significatif. L'ambition était, dans un premier temps, de 1000 signatures, et dans un deuxième temps, on s'est dit qu'on serait crédible qu'à partir du moment où on dépassait le nombre de l'enquête publique qui est de 1600 signatures. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 650 signatures. Et il reste encore des mouvements et des signatures à remonter. Donc c'est un travail de longue haleine, mais qui, je crois, mobilise la population de notre territoire et qui permettra d'être prêt sur les prochaines décisions de ce qu'il y a le grand débat. Il va falloir qu'il propose des choses, et en particulier sur les participations populaires, d'avoir cet intermédiaire de consultation populaire plutôt qu'avoir cette situation jacobine qui fait qu'il n'écoute personne. D'où cette idée de prendre inspiration de tout ce qui est en consultation populaire, soit en France, soit dans d'autres pays, en particulier en Suisse, en Californie, et de s'inspirer aussi de ce qui existe mais qui n'est pas utilisé, qui est l'article 11 de la Constitution de 58. Dans ce sens, nous sommes en train de préparer, donc nous avons défini une zone géographique, donc les 16 communes, et nous nous appuierons, si cela prenait jour, sur les différentes assemblées délibératives de ces communes. Alors une assemblée délibérative, la plus petite, c'est la commune. Donc en France, il y a 36 000 communes, donc 36 000 assemblées délibératives, sauf qu'effectivement, on ne les a jamais mis en œuvre. Donc c'est une manière aussi de réactiver des choses existantes, mais qui ne sont pas aujourd'hui utilisées. De mon point de vue, lorsque le grand débat aura donné un certain nombre de pistes, nous pourrons, sur la base de ces assemblées délibératives et les signatures, donc au moins 1600, imposer un référendum d'initiative populaire. Pour l'instant, c'est une utopie. Sur la question des carrières. Sur la question des carrières, oui, c'est local. Référendum d'initiative locale. Donc, on attend les prochaines décisions, tout en continuant notre travail de récolter des signatures avec les différents référents sur les différents villages. Donc là, vous pouvez à la fin aller voir alors, là et signer les différentes pétitions. La pétition. Et puis je suis à votre. Merci beaucoup Alain, parce que c'est vrai très clairement, et puis j'en profite puisque Bruno Millienne est arrivé bien avec nous, Bruno, bien, et venu nous rejoindre, c'est qu'en fait, la vraie question qu'on peut quand même se poser, et à la lumière justement du grand débat organisé par le président de la République, ou souhaité par le président de la République, c'est de se dire à partir de quel moment, je veux dire, on peut monter un projet de cette ampleur contre l'avis des élus, parce qu'on a bien prouvé, je veux dire, enfin, on a bien vu que l'ensemble des élus du territoire étaient opposés à ce projet, contre l'avis des élus et contre les habitants. Et c'est pour ça que cette démarche-là, qui est un peu une ultime démarche, enfin, en tout cas, est particulièrement importante, parce que c'est quand même l'occasion de se dire qu'à un moment donné, il faut bien qu'on écoute les habitants, et si on les écoute, puisqu'on a ouvert ce grand débat, je veux dire, c'est vraiment une opportunité qu'il fallait saisir. Et c'est pour ça que je crois, je te remercie Alain et
Et Martine, tu devais te lancer là-dedans parce que c'est un peu compliqué, parce que finalement, on sollicite encore, mais c'est vrai que si on ne fait pas ce travail-là de fond, je crois qu'on ne pourra pas, en tout cas, observer les résultats qu'on peut souhaiter. Est-ce que j'en profite pour donner la parole à Bruno? Non. Alors c'est... Attends, Bruno Mulen. On avait Ah bah oui, je ne l'ai pas. L'action de Philippe va un peu aussi dans le même sens. Bon, on va l'écouter. Donc Philippe expose et puis... Alors j'ai la liste des communes qui font partie de ce territoire. On a la liste des communes, on a également actuellement les différents votes, les différentes signatures récoltées par les et d'autres éléments pour relancer les pétitions, comme faites signer vos voisins, etc. Donc, avec Martine, on est à votre disposition pour vous donner ces informations. Oui, donc moi je vais vous parler de la plainte que 10 Jusiérois ont initiée en février 2018, rejoints par des Gargenvillois, des gens de Moinville, de Breuil, ainsi de suite, pour arriver à 265 personnes, plus 10 ce soir. Mais le chiffre en lui-même n'a pas tellement d'importance. On entend beaucoup parler de débat, de respect, de grands débats, d'écoute de la population pour les problèmes. Il se trouve que quand vous êtes membre d'associations, comme Dominique et ses collègues, vont voir le préfet depuis longtemps, 4-5 ans, là, plusieurs préfets, puisqu'ils se succèdent tous les 2 ans à peu près, sous-préfet, bah, ils méprisent. Je vais pas citer, j'ai un copain qui a cité une phrase, je ne connais pas de qui elle est, mais au début, les gens vous ignorent, après ils vous méprisent, après ils essaient de vous détruire, à la fin ils vous dressent des statues. On n'est pas encore à ce point-là, mais ça va arriver. Et le problème, c'est que le sous-préfet, depuis le début, il a des arguments du type vous lisez sur Internet, vous n'avez pas de valeurs scientifiques sur vos appuis. Ben, lui, il ferait bien de prendre ses valeurs scientifiques pour prendre des décisions. Je cite, la DRIA, M. Kaltenbacher, donc son bras droit, est régulièrement consulté, quand par exemple on a mis à jour dans la carrière de Guy Trancourt la piscine, ce fameux trou où le carrier a été tellement profond contre toute préconisation, il a atteint la nappe phréatique. C'était une piscine tropicale à peu près la largeur de la pièce sur 2 fois cette longueur, et on nous a dit non, c'est juste pour contenir les eaux de pluie. Sauf que quand on a demandé au préfet de faire un contrôle par la DRIA, dans les 2 jours qu'on suivit, parce qu'on se baladait systématiquement pour contrôler, ça a été couvert. On a fait disparaître la preuve. Quelques coups de bulle, on enlève la preuve. Et comme par hasard, le monsieur de la DRIA, Kaltenbacher, pour ne pas le citer, il répond à l'association, on va faire un contrôle. Il faudrait peut-être quand même qu'il se bouge, monsieur Kaltenbacher. Hein, parce que, effectivement, quand la preuve est disparue, elle n'est plus là. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que cette plainte, qui a été déposée le 21 février 2018, elle est allée chez le procureur. Le procureur n'a pas classé sans suite, donc elle est recevable. Par contre, elle est sous le coude. Parce qu'effectivement, l'État n'attaque pas l'État. Alors, vous voyez, on nous demande notre avis, mais après, j'entendais M. Édouard Philippe la semaine dernière dire, dans une crise avec les Gilets jaunes, des plaintes dans un sens, dans l'autre, les forces de l'ordre contre les Gilets jaunes ou inversement. Toutes les plaintes sont instruites. Le soir même, je lui ai envoyé un courrier sur son site internet en lui demandant, puisque toutes les plaintes sont instruites, pourquoi celle-ci, qui date du 21 février 2018, ne l'est pas? Pourquoi les Jusiérois, Gargenvillois et puis les gens de toute la zone sensible, c'est-à-dire en gros 45 ou 50 communes, qui sont donc en zone sensible et donc en sur-cancer, on est 2,8 fois plus touché que la moyenne nationale sur les cancers des voies respiratoires, hein, bronche, larynx, poumon. Donc comment c'est possible, quand des Allemands par exemple nous disent non, c'est pas 48 000 morts que vous avez en France par la pollution, c'est 69 000. Comment c'est possible qu'on vienne nous dire monsieur, vous n'avez pas votre ceinture, monsieur, vous n'avez pas fait ci, monsieur, vous n'avez pas fait ça, et que 69 000 personnes meurent de la pollution et qu'il ne fasse rien, le préfet? Parce que le préfet, les données qui nous dit oui, vous allez sur Internet, lui, les données, c'est des relevés, c'est scientifique, c'est communiqué par la DRIA, c'est marqué en toutes lettres. La cimenterie de Gargenville ne respecte pas les émissions qu'on lui a pourtant autorisées et qui sont largement au-dessus des émissions qu'on devrait déjà respecter par l'OMS. Donc, moi, j'accuse, c'est moi qui parle, hein, je parle au nom de personne, là, j'accuse monsieur le sous-préfet d'être un criminel. Parce qu'un criminel, c'est quelqu'un qui connaît une situation, qui met des personnes en danger et qui ne fait rien. Donc, ce que je vous demande ce soir,
Et pour cela, à la suite, vous irez voir ma secrétaire personnelle qui est là. C'est de vous joindre à moi pour faire se porter partie civile. C'est-à-dire que cette plainte, on ne va pas la laisser s'enterrer gentiment. On va demander à notre justice, si elle est libre, indépendante, de poursuivre les représentants de l'État qui sont les sous-préfets. C'est complètement anormal que des enfants, et nous tous, qui vivons dans la zone sensible, on nous dise vous avez 2,8 fois plus de cancer. Ouais, c'est quoi le problème? Parce que Calcia, il a besoin de ciment. Non, on a prouvé par nos arguments, nos études, que le ciment du même groupe de l'usine de Couvrot dans la Marne, c'est 39 fois moins d'émissions de CO2 pour la livraison. 39 fois moins. Donc s'il y a une décision à prendre, c'est bien de faire livrer le ciment pour le Grand Paris par Couvrot, Bef ou Grandville dans le Calvados, et de terminer cette carrière, cette usine qui est liée à la carrière, comme ça a été démontré. C'est un scandale, cette usine. C'est un scandale sanitaire, c'est un crime. Et là, je m'adresse à M. Millienne, qui est député. Il faut faire remonter ça d'urgence, parce que c'est inadmissible vis-à-vis de notre jeunesse. Voilà. Bien, écoutez, le mauvais rôle m'est choix, puisque je représente un peu l'État, mais enfin, on va essayer de faire ce qu'on peut. D'abord, pour vous dire que le dossier au ministère n'est pas enterré, j'ai pas que des bonnes nouvelles. Honnêtement, j'ai pas que des bonnes nouvelles. Je suis pas venu ici pour vous raconter la messe. On a discuté avec cet après-midi et avec Dominique, et le problème, c'est ce foutu classement en PIG depuis le début. Donc, soit votre recours effectivement fonctionne, et à ce moment-là, ça pourra bien se passer, parce qu'au ministère de la Transition écologique et solidaire, ils sont très emmerdés par votre dossier, honnêtement. Parce que oui. Des fois, tu sais, ils s'en foutent, là, ils sont emmerdés. Ouais, c'est un degré supérieur. Et pour la bonne et simple raison, c'est que quand l'État signe un truc, après les gouvernements changent, eh bien le PIC, c'est le moyen, effectivement, de pouvoir continuer l'action, pas dans le bon sens, en l'occurrence, pour ce qui vous concerne. Et l'État ne peut pas se déjuger par rapport à quelque chose qui a été signé par des gens antérieurement, des gouvernements antérieurs. Alors pourquoi il ne peut pas? Parce que c'est valable dans les deux sens. Si vous signez un PIG qui est plutôt bien pour l'intérêt général, il ne faut pas qu'il soit... On a la possibilité de le défaire avec une autre... Voilà, alors, ça fait passer effectivement plus de projets dégueulasses que de projets sympas, mais ça marche dans les deux sens normalement. Donc moi j'ai rendez-vous au ministère le 1er avril, c'est pas un poisson, je vais vérifier la date. Je veux bien récupérer la dernière petite pièce là, dont vous avez parlé, qui me paraît intéressante, du décret que vous avez mentionné, parce que ça, je pense qu'effectivement, ça va les embêter beaucoup. Et donc, je vais quand même leur donner une copie, quand même, pour qu'ils le sachent. La plainte, elle est où? Je veux bien la récupérer aussi. Comme ça, j'amène un petit truc avec moi. Là, si rien ne bouge, je vous le dis sincèrement, l'État n'ira pas risquer de perdre des centaines de millions face à Calcium. Donc ça veut dire que si jamais c'est autorisé, il va falloir continuer l'action, on le fera, il n'y a pas de problème. Moi je me suis engagé à vos côtés, donc je continuerai, majorité présidentielle ou pas, je m'en fous parce que ce projet est scandaleux, donc je continuerai à m'engager là-dessus. Mais là, il faut vraiment soit arriver à casser le pic, soit arriver à casser le pic, c'est bon, ou ce document que vous avez déniché, je pense que ça peut être une petite mine d'or, donc on va essayer de se battre. Tous les moyens qu'on peut trouver pour faire retarder, reculer ou échouer le projet, dès que vous en avez, Dominique le fait très bien d'ailleurs, parce que AVL3C, je ne sais pas si vous ne les voyez pas, mais moi je les vois assez souvent, au moins, dans le téléphone, et elle a raison. Elle m'appelle, elle m'envoie des mails, donc je suis au courant en permanence, et on va se battre au maximum de ce qu'on peut faire. J'étais, c'est vrai, un tout petit peu plus optimiste il y a 6 mois, parce que ce pitch, je ne pensais pas que ça allait coûter aussi cher à l'État de le défaire. Enfin bon, les estimations sont dans ces eaux-là. Pourquoi ils ont chiffré vraiment? Ah oui, mais un PIG en général, quand il est, c'est fonction du chiffre d'affaires que peut faire l'entreprise. Voilà, donc tu calcules bien les dédommagements qu'il y a, plus les retards pris, plus machin, etc. Donc voilà, c'est une décision de justice. L'État s'est engagé auprès d'un porteur de projet. Et l'État ne tient pas ses engagements. Le porteur de projet est sûr de gagner à 100% des cas. À chaque fois, les porteurs de projet ont gagné. Même si ce qu'ils demandent dépasse ce qui a été défini dans le PIG.
que dans les lois précédentes. Oui, non, mais parce que... Non, mais l'État, ce que l'État peut demander au porteur de projet, c'est de respecter ce qui était défini au départ. Ça, il peut obliger le porteur de projet à le faire, ce qui peut retarder l'exécution un peu plus. Mais il ne peut pas aller contre le fait qu'il a engagé, il s'est engagé lui-même à autoriser le truc. C'est aussi couillon que ça. Et ils sont bien débrouillés quand ils l'ont déposé, le PIG, en première instance, les élus. Alors, il y avait, je ne sais pas si c'est des élus nationaux ou des élus locaux, mais en tout cas, il y a eu une pression des élus pour que ce soit fait. Et voilà, ils savaient très bien qu'il y avait danger sur le fait que si ce n'était pas classé en PIG, le truc risquait de ne pas passer, parce qu'en plus, ça fait tomber la norme environnementale au deuxième niveau. Donc voilà, simplement, je suis simplement pour vous dire que c'est pas parce que vous n'avez pas vu depuis juillet qu'on ne continue pas à bosser. Voilà. Et qu'on continuera à travailler. Merci. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention et le travail justement qui est fait en sous-main. Les documents dont on a parlé justement, la zone sensible, les cartes, le dossier santé, le dossier, enfin, les dossiers dont on vous a parlé ce soir sont sur le site. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller voir tout ça. Le document Philippe, là, qui est vraiment intéressant, et sur le site aussi. Là, on n'a rien à cacher, au contraire, on veut que ça se sache. Le rapport de la nuit. Vous avez été très patient avec nous, donc c'est ouvert. Donc merci pour cette écoute, et c'est vrai que maintenant, on veut bien vous écouter aussi, si vous avez des questions à nous poser, ou si vous voulez aussi donner votre avis. Et après, un principe. Alors, à qui je... Juste deux questions. Est-ce que l'on pourrait savoir, voilà, les maires dans la région se sont prononcés contre, et quelle est la position du Conseil général, quelle est la position de la région, et ainsi de suite quand on remonte. On ne sait pas. Non, enfin, il y a eu, en tout cas, j'avais sollicité une question orale la présidente de la région, Valérie Pécresse, qui n'a dit ni oui ni non, mais en tout cas qui n'était pas très... enfin, en gros, elle expliquait quand même qu'on avait besoin de ciment. Ceci dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le débat que nous avons eu dans le cadre du reclassement, pardon, de la nouvelle délibération et de la nouvelle charte du PNR AVF montre quand même qu'il va y avoir débat. En tout cas, je ne doute pas, et je suis certaine que mon collègue Bruno Millienne, qui est également conseiller régional, au vu des échanges qu'il y a eu sur le sujet, en tout cas, si ce n'est pas le groupe CD, si ce n'est pas le groupe RCDEC, le groupe AES se chargera de faire en sorte qu'il y ait systématiquement des amendements pour qu'on puisse, voilà, à ce qu'à un moment donné, le conseil régional puisse, en tout cas les élus du conseil régional puissent donner leur avis sur ce projet. Et je pense que c'est important et que peut-être on aurait la même surprise finalement que ce qui s'est passé à l'ACU, pourquoi pas, si on fait correctement le travail. Le département, c'est simple. Le département, les deux conseillers départementaux qui nous soutiennent, Cécile Dumoulin et puis Guy Muller, ont bien dit en introduction, ce n'était pas une compétence du conseil départemental. Voilà, puisque c'est du développement économique et le développement économique ne fait pas partie des compétences du conseil départemental, il fait maintenant partie des compétences de la communauté urbaine. Sinon, à titre personnel, le président du conseil départemental, Pierre Bédier, c'est toujours... Comment ? Le parrain soutien Cassia depuis le début, puisque
Depuis 1995, je suis dans cette association à label 3C. Nous avons toujours eu contre nous M. Bédier, qu'il soit député, conseiller départemental ou président du conseil départemental. Donc ça c'est très clair. Mais comme l'ont dit nos deux conseillers départementaux, il y a d'autres conseillers départementaux qui nous soutiennent. Il y a Yann Scott, maire d'Ardricourt, conseiller départemental qui nous soutient. Et il y a d'autres conseillers aussi qui nous soutiennent, et ils nous soutiennent à titre individuel. C'est comme notre député de la majorité et qui nous soutient aussi sur ce projet. C'est une question directement pour M. Millienne et surtout une information. Comme vous allez au ministère de l'Environnement, récemment je suis allé sur le site du ministère de l'Environnement et j'ai vu sur les derniers chiffres qui précisent comment l'État fonctionne avec les quotas carbone. On voit que l'industrie cimentière reçoit à titre gratuit 120% de sa production. C'est-à-dire que si vous fabriquez 120 tonnes de ciment, vous en avez 120 tonnes de crédit carbone. C'est-à-dire que vous en avez 20 que vous pouvez vendre sur le marché. Aujourd'hui, les crédits ont diminué. Et donc, si vous avez 20% de votre production gratuitement, ça veut dire que vous gagnez, en plus de votre production normale, des crédits gratuits sur l'industrie qui est la plus polluante en CO2. Donc, ce sujet-là, si on le met en relief avec les gilets jaunes et le fait qu'on demande aux particuliers de payer des taxes carbone, on a une situation totalement aberrante. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens de payer taxes carbone, et en parallèle, on va donner cet argent, parce que c'est quand même de l'argent qui transite, on va la donner gratuitement pour que le ciment, qui n'est quand même pas la meilleure industrie pour l'environnement et pour des maisons qui soient bien isolées, on entretient, on sponsorise cette industrie polluante et pas du tout efficace en termes d'environnement. Donc là, je suis surpris qu'il n'y ait pas davantage de réaction de la population, mais il suffit d'aller sur le site de l'environnement et de voir que l'État français, le ministère de l'Environnement, et de voir que l'État français, alors qu'il est, continue à donner 20% gratuit de quotas carbone, ce qui représente des centaines de millions d'euros. Ce sujet-là, s'il sort un jour dans la presse, c'est un énorme scandale qui montre l'aberration, mais qui montre l'aberration totale entre le discours où on dit on est pour l'environnement, donc allez-y tous les Français, payez des impôts et payez votre diesel et votre essence, on en a besoin pour faire la réforme, et en même temps, on donne 20% gratuit à l'industrie cimentière. C'est ce qu'il y a de plus choquant, c'est-à-dire que vous prenez l'industrie la plus polluante et vous la sponsorisez à hauteur de 20% de cette production. Alors les termes avec lesquels ça s'exprime dans le site, c'est très discret, il faut quand même le traduire. Ça ne saute pas aux yeux directement. Là, je le traduis de façon peut-être un petit peu plus directe que quand on regarde... Non, mais comme vous les voyez, dites-leur que c'est quand même un petit peu surprenant et que quand on est en période gilet jaune, il y a un côté extrêmement choquant. J'en profite pour partager aussi avec l'association. Merci. Je voulais rebondir simplement sur la question de la région, du conseil départemental et du conseil régional. Le conseil régional, c'est lui qui a en charge enfin le PNR, par exemple. Si j'ai bien compris, maintenant, le budget entier du PNR dépend de la région. Donc le conseil régional, c'est un de ses biens, c'est quelque chose dont il a la responsabilité, qui est menacé par une carrière quand même. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le conseil régional s'exprime, vote face aux délibérations disant que c'est une atteinte? C'est ce qu'elle veut. Voilà, il y a un vote, comme il y a eu la GPSO. Quand le conseil départemental, il ne s'occupe pas de l'industrie, mais quand même, la pollution, il y a des sujets quand même qui, le conseil départemental, je ne peux pas croire, qui se consomment à l'industrie. Non, c'est pas de sa compétence. C'est pas de sa compétence. C'est pas de On sa peut pas compétence. émettre un vœu, le conseil départemental ne peut pas lui aussi faire quelque chose. La création d'emplois. Comment? La création d'emplois. Eh ben, la création Donc, on a fait d'emplois, une la proposition- destruction d'emplois. Une proposition d'alternative, justement, et on a mis en face aussi les emplois. D'ailleurs, c'était aussi dans les conclusions de l'enquête publique. En fait, en face, il y a autant d'emplois détruits si on laisse la cimenterie ouverte. Mais le Conseil général, il est très sensible à l'emploi. Et on a pourtant, nous, donné des exemples d'alternatives possibles, sans trop de perte d'emploi, ni dans le côté PNR. L'emploi des ni RSA, côté si tu veux. voilà. Non. L'emploi des RSA, oui, puisque c'est de sa compétence.
puisqu'il faut remettre les gens au travail, mais de ce qui est de sa compétence. Donc ce sont les bénéficiaires du RSA. La loi NOTE a retiré toutes les compétences du conseil départemental pour les confier au conseil régional. La loi NOTE, c'est tout ce qui touche à l'économie et à la communauté urbaine. Donc c'est surtout sur la communauté urbaine qu'on a des moyens de pression, des possibilités par rapport à l'emploi, par rapport à l'environnement, par rapport à tout ce que fait la DL3C, tous les dossiers qu'a monté la DL3C. Le conseil départemental, c'est principalement le social, la petite enfance et les collèges. Voilà, c'est ce qui l'occupe le plus au niveau budgétaire. Le reste, il pourrait effectivement faire un vœu, je suis d'accord avec toi, Jean-Christophe. Activité touristique, par exemple. Par exemple, on peut avoir ça. Oui. Par exemple, on regarde chez ces jeunes dans nos provinces, qui partent sur Paris, ça serait sympa de faire des forêts, par exemple, dans une ancienne cimenterie, ça serait le top. Moi, je voudrais juste répondre un petit peu à la question concernant le PNR. Déjà deux choses. Bon, ce sera très important, effectivement, de rencontrer Valérie Pécresse, mais ça, on va s'en occuper sérieusement. Parce que déjà, je veux dire, le fait que Pierre Bédier soit pour le projet, ça va nous aider auprès de Valérie Pécresse. Bon, ça, c'est autre chose. Mais pour revenir sur les PNR, c'est important. Pour revenir sur les PNR, c'est vrai que bon, la charte du parc, bon, c'est un peu historique, mais dans la charte du parc, il y a effectivement la création, la zone 109, etc. Donc, ce qui fait que la position du parc est forcément un petit peu difficile, mais en même temps, c'est aussi la position de l'État, puisque l'État l'a signé, la région l'a signé. C'est vrai que la région a repris le fonctionnement des PNR, et je regarde Ghislaine, parce que c'est vrai que bon, ça a changé un petit peu notre mode de fonctionnement. Mais j'ai deux choses à vous dire par rapport à ça. On a eu une réunion avec, d'ailleurs Bruno était là, une réunion donc auprès d'un conseiller technique du ministère de l'Environnement, et à la suite de cette réunion, finalement, enfin pendant cette réunion, finalement les conseillers techniques se sont tournés, il y avait M. Katel-Bacher qui était là, parce que forcément, il n'est pas là, il est toujours là, et donc il va partir à la retraite en fait. Il termine sa carrière en même temps, il voudrait faire la nôtre. Ce qui s'est passé, c'est que à la fin de l'entretien, le conseiller technique a dit bon, en fait, il faudrait que vous arriviez à vous mettre d'accord. Donc, il s'est tourné vers moi, j'ai dit mais moi déjà, je peux être d'accord avec rien, donc on ne pourra pas se mettre d'accord.